Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon de géométrie via la constructibilité à la règle non graduée et au compas. Notre leçon cette fois-ci ne portera pas sur le jeu de Platon, mais sur un problème naturel assez atypique et assez incroyable d'ailleurs, étudié par Pappus d'Alexandrie. Mettez vos ceintures, car cette fois-ci, vous allez être secoués par le génie de la nature. En effet, Pappus d'Alexandrie, grand géomètre de la Grèce antique, s'est rendu compte de quelque chose d'absolument incroyable. J'imagine que tout le monde a remarqué, quelque part, que les alvéoles d'abeilles ont une forme hexagonale. Eh ben, vous vous êtes déjà demandé pourquoi? Après observation et réflexion mathématique, Pappus s'est rendu compte que les abeilles sont des petites mathématiciennes. Ah oui, mais comment? Eh bien, la forme hexagonale n'est pas du tout un hasard et elle permet à l'abeille d'avoir un stockage assez optimal, en un sens que l'on verra tout de suite ensemble. En effet, l'abeille cherche à paver son plan ici avec des polygones réguliers entre lesquels il n'y a pas des trous ici. Pourquoi sans trous? Eh bien, de façon à ce qu'elle ne perde pas de miel au moment du stockage. Donc vous voyez bien qu'ici, en fait, c'est pas troué du tout. Mais pas que, et c'est là où il se passe des mathématiques, c'est qu'avec une longueur donnée de cire, imaginons qu'une abeille dispose d'un mètre de cire par exemple, eh bien le seul polygone régulier permettant d'avoir d'abord un pavage du plan comme celui-ci, donc sans trou, et avec une surface maximale, est l'hexagone régulier. Ah oui, mais du coup, comment elles le savent, les abeilles, ça? Dans cette vidéo, nous allons démontrer cette histoire absolument incroyable, d'ailleurs, et voir pourquoi est-ce que, quand la cellule, ici, est sous forme d'un hexagone, alors la contenance est maximale, et que c'est la seule façon de paver le plan de l'abeille avec une longueur fixée de cire, sachant qu'elle voudrait obtenir une surface maximale pour chacune des cellules. Et ce, bien sûr, pour avoir une contenance maximale. C'est incroyable, n'est-ce pas? Avant de nous attaquer au problème des abeilles de Pappus, nous allons faire une petite digression sur les aires et les périmètres. En effet, beaucoup pensent, et à tort, que plus le périmètre d'une figure est grand, plus son aire est grande. Eh bien, ceci peut être vrai dans quelques cas, mais en général, c'est faux. Faites très attention à cela. Nous avons pris ici un exemple sur lequel cela fonctionne. Le carré ici, il est de périmètre égal à 4. Puisque son côté vaut 1. Son aire vaut 1 au carré, c'est-à-dire 1. Et puis, ici, en fait, on l'a élargi, c'est-à-dire on a élargi son périmètre, de façon à ce que le périmètre soit égal à 3 fois 4, donc 12. Et puis, si on regarde l'aire, on obtient bien 3 au carré, qui est égal à 9, et 9 est bien plus grand que 1. Donc, si on élargit le périmètre dans ce cas particulier, l'aire aussi devient plus grande. Maintenant, pour vous montrer que ceci est faux en général, nous avons pris un contre-exemple dans lequel vous allez voir que le périmètre du parallélogramme est plus grand que le périmètre du carré, et pourtant, l'aire du parallélogramme est plus petite que l'aire de ce carré qui est ici. Alors, pour calculer le périmètre, c'est tout simplement 2 fois 5 plus 4, c'est-à-dire 18. Et remarquez ici, en fait, que ce parallélogramme est la concaténation de deux triangles rectangles. Le triangle ici, il est d'aire égale à 3 fois 4, le tout divisé par 2, c'est-à-dire 6. Ce qui implique que l'aire du parallélogramme, c'est tout simplement 6 fois 2, puisqu'il s'agit de deux triangles identiques. Et j'obtiens ainsi 12 pour l'aire. Maintenant, on regarde ici, ce carré, il est de périmètre égal à 4 fois 4. Il est de côté égal à 4, ici, c'est pas très visible. Donc le périmètre, il vaut 16. Mais l'aire aussi, elle vaut 4 au carré, donc 16 aussi. Ainsi, ce carré, il a un périmètre plus petit que le périmètre du parallélogramme, mais son aire est bien plus grande que l'aire du parallélogramme. Surprise! Donc faites très attention, c'est pas parce que le périmètre est plus grand que l'aire doit elle aussi être plus grande. Maintenant, puisque l'on sait que l'on ne peut pas faire des conclusions hâtives sur le lien entre périmètre et aire, on se pose une question toute naturelle aussi. Supposons que l'on a en fait une corde de longueur égale à 600 mètres, c'est-à-dire le périmètre sera fixé. On aimerait savoir quelle est la région du plan qui a, avec une corde de 600 mètres de longueur, la surface la plus grande. Eh bien, comme il est évident, on peut faire beaucoup de régions avec cette corde. Nous allons nous intéresser aux régions rectangulaires pour l'instant. J'ai pris ici, par exemple, un rectangle de largeur égale à 2 mètres et de longueur égale à 298 mètres. Calculez son périmètre, vous trouverez qu'il vaut exactement 600 mètres. Ainsi, il s'agit bien de ma corde. Et son aire ici vaut 2 fois 298 mètres, c'est-à-dire 596 mètres au carré.
Maintenant, au lieu de prendre un rectangle aplati, je vais prendre un rectangle un peu plus élargi. Cette fois-ci, eh bien, vous remarquerez que le périmètre, il vaut pareil 600 mètres, puisque 200 x 2, c'est 400, plus 100 x 2, c'est-à-dire 200, et j'obtiens bien 600 mètres. Mais l'aire de ce rectangle est bien plus grande que l'aire de ce rectangle ici aplati. Elle vaut 100 x 200 mètres au carré, qui est bien sûr bien plus grande que 596 mètres carrés. Vous voyez donc, ce jeu entre périmètre et aire est bien subtil. Autre question, parmi tous les rectangles avec un périmètre fixé, par exemple 600 mètres ici, quel est le rectangle qui a l'aire la plus grande ? Eh bien, on va démontrer ensemble qu'il s'agit bien du carré. En effet, l'aire du carré ici de côté égal à A est égal à A carré. Le périmètre ici, il vaut bien entendu 4 fois A et c'est un périmètre fixé. Maintenant, je transforme ce carré en un rectangle en élargissant ici la base, c'est-à-dire la base ici vaut A, je l'élargis pour avoir un certain A plus B, mais pour garder le même périmètre, eh bien je dois retrancher ici le même B que j'ai rajouté ici. J'obtiens donc une aire égale à A moins B fois A plus B, et avec un peu d'algèbre, je sais que cette aire, elle vaut donc A moins B fois A plus B, qui est égal à A carré moins B au carré. Cela signifie que à A carré, je lui retranche un nombre qui est toujours positif. Le résultat sera tout le temps plus petit ou égal à A carré, ce qui signifie que l'aire du rectangle qui est ici, qui a le même périmètre que le carré qui est là, eh bien, elle sera tout le temps plus petite que A carré, c'est-à-dire que l'aire du carré. Ainsi, j'obtiens le joli résultat, c'est que parmi tous les rectangles d'un périmètre fixé, celui qui a une aire maximale est le carré. Ce résultat admet une généralisation et le carré en est un cas particulier en fait. Et l'on peut démontrer qu'avec un périmètre fixé et que parmi tous les polygones avec le même nombre de côtés, le polygone régulier est celui qui a une aire maximale. Ainsi par exemple chez les triangles, avec un périmètre fixé, c'est le triangle équilatéral qui a l'aire maximale. Chez les quadrilatères d'un même périmètre, il s'agit du carré comme on vient de le voir, etc. Revenons maintenant à notre corde de longueur 600 mètres. Il s'avère en fait que le pentagone régulier, par exemple, de périmètre égal à 600, a une aire plus grande que celle du carré. Si on va un peu plus loin, l'hexagone régulier, celui que vous voyez ici, par exemple, contient lui aussi plus d'espace que le carré et que le pentagone régulier. Nous allons démontrer cette histoire ici ensemble. Ici, l'hexagone est constitué de 6 côtés, bien sûr. Le périmètre vaut 600. Ainsi, la longueur de chacun des côtés vaut 100. Et en fait, pour calculer son aire, il suffit de calculer l'aire du triangle qui est ici et le multiplier par 6 fois. En effet, le triangle OAB est un triangle équilatéral. Ça, c'est parce que OA est égal à OB, pas que. Eh bien, l'angle qui est ici est égal à 60 degrés puisque c'est 360 un tour complet, le tout divisé par 6. Et donc, il s'agit d'un triangle isocèle. L'angle du sommet principal vaut 60 et du coup, il est équilatéral tout simplement parce que les angles de la base ici sont égaux par pont aux ânes, rappelez-vous. Et donc, leur somme, elle vaut 180 moins 60, c'est-à-dire 120, et chacun d'entre eux va valoir donc du coup 60. J'obtiens ainsi un triangle dans lequel tous les angles valent 60, et il s'agit donc du coup d'un triangle équilatéral. Maintenant, cela signifie que OH qui est prise perpendiculaire à AB est aussi la médiatrice du segment AB, et donc j'en déduis en particulier que BH ici, ça vaut 50, et pareil pour HA d'ailleurs. Je rappelle ici que j'aimerais calculer l'aire du triangle OAB. Et donc pour ce faire, il faut déterminer ici la hauteur de mon triangle. Allons-y, si j'appelle cette hauteur h, eh bien le théorème de Pythagore dans le triangle OHB, qui est rectangle en h, me dit que h au carré plus 50 au carré, eh bien ça vaut l'hypoténuse au carré, et l'hypoténuse ça vaut AB aussi, donc ça vaut ici 100, donc ça vaut 100 au carré. Ainsi j'en déduis que h, eh bien c'est la racine carrée de 100 au carré moins 50 au carré, c'est-à-dire la racine carrée de 7500. Voilà pour h. Ainsi maintenant, l'aire du triangle OAB, elle vaut la moitié de la base fois la hauteur h. La base ici vaut 100 et sa moitié vaut 50. J'obtiens ainsi 50 fois la racine carrée de 7500 pour ce triangle OAB. L'aire maintenant de l'hexagone, hex, eh bien ça vaut 6 fois l'aire de
OAB, c'est-à-dire 6 fois 50 racine carrée de 7500, id est 300 racine carrée de 7500. Voilà. Maintenant, rappelez-vous que le carré, en fait, de périmètre 600, c'est-à-dire de même périmètre, son côté, il vaut 150. Et donc, son aire, l'aire du carré, elle vaut 150 au carré, qui est égal à 22 500, tandis que celle-ci, elle vaut environ 25 980. Ainsi, on voit bien que l'aire de l'hexagone est supérieure à l'aire du carré, sachant que le périmètre de chacun vaut 600 mètres. Alors bien sûr, on peut montrer plus généralement que pour n'importe quel périmètre P, l'aire de l'hexagone dépasse l'aire du carré. Et je vous laisse le soin de faire cette démonstration. Mais notez aussi que l'on peut aller encore plus loin et montrer que l'aire de l'heptagone, c'est-à-dire le polygone à cette côté, est supérieure à l'aire de l'hexagone régulier avec même périmètre. De même, l'aire de l'octogone dépasse celle de l'heptagone et de l'hexagone aussi. Passons maintenant au cœur de cette leçon et au théorème de Pappus, qui affirme qu'il n'existe que 3 façons avec lesquelles on peut paver le plan avec des polygones réguliers. Ou bien on peut paver le plan avec des triangles comme ceci, ou alors avec des carrés. On ne peut pas paver le plan avec des pentagones par exemple, mais la troisième façon c'est de paver le plan avec un hexagone. Et il n'y a pas d'autres polygones réguliers qui permettent de paver le plan, bien sûr de façon harmonieuse comme ici, et sans qu'il y ait des trous entre les polygones. Ainsi, qu'est-ce qu'on comprend ici? Puisqu'on a démontré que c'est l'hexagone qui a une aire maximale parmi les triangles, le carré et l'hexagone, bien sûr, et que donc les abeilles choisissent naturellement de faire des cellules sous forme d'hexagone afin d'avoir une contenance maximale d'après le théorème de Pappus. Donc dans la suite, ce que nous allons démontrer, c'est en fait qu'il n'existe que ces 3 manières de faire un pavage du plan, avec des polygones réguliers bien sûr. Tout d'abord, nous allons essayer d'évaluer l'angle alpha ici dans un polygone régulier à n côtés, et vous allez comprendre plus tard pourquoi je fais cela. Le nombre de côtés ici vaut n, et le nombre d'ailleurs de triangles figurant ici vaut n aussi. Pour ce faire, je vais calculer de 2 façons la somme de tous les angles apparaissant ici dans chacun des triangles, c'est-à-dire l'angle qui est ici, plus l'angle qui est là, plus l'angle qui est là, plus l'angle qui est ici, plus les 2 angles qui sont ici, etc. et voir combien vaut l'angle alpha ici. En effet, je sais d'abord que si ici c'est alpha, alors ici c'est alpha sur 2 naturellement. Et je sais par ailleurs que la somme des angles dans un triangle quelconque vaut 180 degrés. Ainsi, puisque j'ai n triangles ici, la somme totale des angles, elle vaut n fois 180 tout naturellement. Maintenant, ce que je remarque, c'est que la somme de tous les angles ici qui sont autour du sommet principal du polygone, c'est-à-dire le centre du polygone, eh bien, c'est un tour complet, et c'est-à-dire leur somme, elle vaut 360. Ainsi, j'ai d'abord un 360 qui apparaît, et puis, je sais que chacun des angles ici vaut alpha sur 2 et que en fait, il en existe 2 fois n angles de mesure égale à alpha sur 2. Ainsi, j'obtiens que cette somme ici, elle vaut 360 plus 2n fois alpha, le tout divisé par 2. J'espère que vous avez compris pourquoi 2 fois n. Eh bien parce que j'ai n triangles en tout et que chacun des triangles contient 2 angles de mesure alpha divisé par 2. Ainsi, j'obtiens ici que cela vaut donc 360 plus n alpha. Et ce 360 plus n alpha, eh bien, il vaut bien n fois 180. Donc, si j'écris ça au propre, n fois 180 vaut donc 360 plus n alpha. C'est une équation avec n, sachant que n est connu, c'est le nombre de côtés de mon polygone. Et bien sûr, il est clair que alpha dépend de n. Ainsi, l'étape d'après, c'est n alpha égale à n 180 moins 360. Et donc que alpha vaut 180 moins 360, le tout divisé par n. Voilà donc pour ma première étape. Je sais que alpha vaudra donc 180 moins 360 divisé par n, où n désigne le nombre de côtés de mon polygone. On peut bien sûr vérifier cette formule avec n égale à 4 par exemple, et puisque alpha ici est l'angle intérieur à un polygone régulier à n côtés, pour n égale à 4, il s'agit d'un carré et je devrais tomber sur 90 degrés. Est-ce vrai? Eh bien, si n égale à 4, j'obtiens que alpha vaut 180
moins 360, le tout divisé par 4, c'est-à-dire 180 moins 90, et donc du coup, j'obtiens bien 90 degrés. Maintenant, pour n égale à 6, il s'agit de l'hexagone, et on a vu ensemble en fait que l'angle ici de l'hexagone devrait être égal à 120, parce que on a vu que l'angle ici était égal à 60, puisque le triangle ici sera équilatéral. Est-ce vrai cette histoire? Eh bien, j'applique ma formule, alpha égale 180 moins 360, le tout divisé par 6, bien sûr. J'obtiens ainsi 180 moins 60, qui est égal à 120 degrés. Super chouette. Ma formule fonctionne donc. Maintenant, on aimerait démontrer que notre nombre n est forcément plus petit ou égal à 6. Eh bien, je vous rappelle, ce qu'on aimerait faire, c'est de paver le plan de façon à ce qu'il n'y ait pas de trou. Et on va regarder donc ensemble, si je me fixe ici par exemple un sommet, combien de polygones réguliers puis-je agencer sur un seul sommet? Alors ici, j'ai pris un cas particulier d'hexagone, mais on va supposer qu'il s'agit d'un polygone régulier à n côtés. Eh bien, nous allons noter ensemble ainsi K, le nombre de polygones que l'on peut agencer autour d'un seul sommet. Ici, par exemple, pour l'hexagone, on peut agencer 3 hexagones autour d'un sommet. Et donc, dans le cas général, on va le noter K. Et notez que, d'après ce qu'on vient de démontrer, l'angle qui est ici sera égal à 180 moins 360, le tout divisé par n. C'est notre angle alpha. Ainsi, si j'ai k polygones réguliers autour d'un seul sommet, alors j'obtiens forcément que k fois 180 moins 360, le tout divisé par n, eh bien, cela vaut un tour complet, c'est-à-dire 360, n'est-ce pas? Cela va nous donner d'ailleurs une condition sur n. Alors tout d'abord, notez que k est forcément plus grand ou égal à 3, et ça parce qu'on ne peut pas agencer moins de 3 polygones réguliers autour d'un seul sommet, et donc je vais utiliser cette inégalité ici afin de démontrer que n est forcément plus petit ou égal à 6. Alors ici, je peux diviser le tout par 360 pour obtenir que k facteur de 1/2 moins 1 sur n est égal à 1, ce qui signifie en fait que puisque le 1 il vaut k fois 1/2 moins 1 sur n, eh bien ceci, mon 1, il sera plus grand que 3 facteurs de 1/2 moins 1 sur n, et ça parce que k est plus grand que 3. Ainsi, j'obtiens l'inégalité que 1 est forcément plus grand que 3 facteurs de 1/2 moins 1 sur n, ce qui implique en particulier que 3 sur n est plus grand ou égal à 3/2 moins 1. C'est-à-dire que 3 sur n est plus grand ou égal à 1 sur 2, ou encore que 6 sur n est plus grand ou égal à 1. J'ai multiplié de part et d'autre par 2, et cela ne change pas le sens des inégalités. Et cette inégalité ici, eh bien, elle est équivalente au fait que n est forcément plus petit ou égal à 6. Oh, j'obtiens bien mon résultat. Alors, c'est pas encore fini. Là, je sais qu'en fait, les seules possibilités sont les polygones réguliers à un nombre de côtés plus petit ou égal à 6. L'hexagone est dedans, le pentagone est dedans, le carré aussi, et puis le triangle. Mais nous avons vu, en fait, avant de démontrer ce théorème, que le pentagone ne pouvait pas faire partie de ces cas-là, et l'on va voir pourquoi. Donc voilà, nous sommes sur GeoGebra pour tenter de faire quelques pavages avec d'abord un hexagone et ensuite nous allons tenter de le faire avec le pentagone régulier. Eh bien, je vais ici, je lui demande de faire un polygone régulier de côté par exemple égal à ça et avec 6 côtés. Tac, il me fait un hexagone régulier. Maintenant, je vais essayer d'agencer des hexagones autour de ce sommet ici. Ainsi, je viens là, je lui dis donc pareil, hexagone régulier, voilà. Et si je fais la même chose ici, avec 6 côtés, vous voyez bien que cela s'agence de façon très naturelle et qu'il n'y a pas de trou entre les hexagones. Et on peut faire la même chose sur les autres sommets aussi. Maintenant, si on essaye le pentagone régulier, eh bien, je prétends que cela ne va pas fonctionner, et on va voir pourquoi. Donc 5 côtés, premier pentagone. Si on essaye maintenant d'agencer des pentagones réguliers autour de ce sommet, eh bien, j'obtiens donc un premier pentagone, ensuite un deuxième pentagone. Oh, mais c'est tout en fait, puisque ici reste un trou dans lequel on ne peut pas mettre de pentagone régulier. Et vous savez pourquoi? Eh bien parce que l'angle ici dans un pentagone régulier, notre fameux angle alpha, après calcul, vous verrez qu'il vaut 108 degrés. Et donc pour qu'il n'y ait pas de trou ici, eh ben, il va falloir que quand je divise 360 degrés par 108 degrés, je devrais tomber sur un nombre entier. Alors qu'en fait, 360 divisé par 108 n'est pas un nombre entier.
Et Jean nous dit donc qu'un pentagone régulier ne permet pas de paver le plan, et ce, sans trou bien sûr. Incroyable, n'est-ce pas? D'où le fameux théorème de Pappus autour des alvéoles d'abeilles. Notre super leçon de géométrie se termine ici, et nous reviendrons dans nos prochaines leçons sur les problèmes de constructibilité à la règle non graduée et au compas. Merci pour votre écoute et à très bientôt.